Voici un être humain. Saviez-vous qu'il était composé à 96% de seulement 4 éléments? L'oxygène, le carbone, l'azote et l'hydrogène. En fait, ces 4 atomes forment des molécules qui nous composent. Mais qui sont-elles? Qui sont ces différentes molécules qui composent le vivant? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti! Dans la vie, il y a 2 types de molécules, les molécules organiques et les molécules inorganiques. Mais quelle est la différence entre les deux? Les molécules organiques composent ce qu'on appelle la matière organique, et les molécules inorganiques la matière inorganique. Bon, on n'avance pas du tout là. Donc on va prendre des exemples. Spontanément, on se dit que la matière organique, c'est tout ce qui relève du vivant, tandis que la matière inorganique, ce qui ne l'est pas. Mais saviez-vous par exemple qu'une bouteille d'eau, donc du plastique, faisait partie de la matière organique? Vous avez bien entendu, le pétrole est organique. Mais alors pourquoi? Et qu'est-ce qui distingue les deux? Eh bien, un premier critère pour être une molécule organique est d'être produite par le vivant. Dans le cas de notre bouteille d'eau, en fait, elle est issue d'un arbre, du carbonifère, qui s'est décomposé. Après avoir évolué chimiquement pendant de nombreuses années, il est devenu du pétrole qui a été extrait pour fabriquer la bouteille d'eau. Les molécules inorganiques, quant à elles, peuvent ou non être produites par le vivant. Ce n'est donc pas obligatoire. Mais dans ce cas, vous allez me dire, si ça peut aussi l'être, comment on peut, encore une fois, distinguer une molécule inorganique d'une molécule organique? Eh bien, il existe un deuxième critère, celui d'être constitué chimiquement d'un squelette de carbone. Un squelette de carbone, c'est en fait une suite d'atomes de carbone liés entre eux avec des liaisons covalentes. Il peut y en avoir qu'un dans certaines molécules organiques. Ces liaisons peuvent être simples, dans quel cas on dit qu'elles sont saturées, ou doubles, insaturées. D'autres atomes se lient aux atomes de carbone formant le squelette carboné. Donc là, on le voit dans le cas du butane, par exemple, qui vient d'être dessiné ici, on voit que ce sont des atomes d'hydrogène qui viennent se fixer et faire des liaisons avec les atomes de carbone qui constituent le squelette de cette molécule. D'autres structures de molécules organiques existent, par exemple, si on prend l'exemple de l'isoleucine, qui est un acide aminé, on voit que le squelette carboné, lui, est ramifié. Il existe encore une autre forme, c'est une forme cyclique. Et cette forme cyclique, on peut prendre l'exemple du phénol, que l'on voit ici dessiné. On voit bien le cycle formé par les liaisons entre les atomes de carbone. Dans tous les cas, on peut voir le squelette carboné comme une sorte de tronc d'arbre autour duquel viennent se fixer des feuilles. Ces feuilles, ce sont les autres atomes. Et ce tronc d'arbre est donc fait d'atomes de carbone. Il peut être soit linéaire, soit ramifié, comme on le voit dans le cas de l'isoleucine, ou encore cyclique, comme dans le cas du phénol. Les molécules inorganiques, quant à elles, ne possèdent aucun squelette carboné. Si l'on regarde une molécule d'eau, on s'aperçoit donc qu'elle est composée d'un atome d'oxygène au centre lié à 2 atomes d'hydrogène. Idem pour le célèbre dioxyde de carbone ou CO2, c'est l'exception, c'est-à-dire qu'il possède un atome de carbone, mais pour autant il n'est pas une molécule organique. Et voici maintenant l'acide chlorhydrique que l'on trouve dans le suc gastrique de notre estomac, ou encore l'ammoniac qui est l'équivalent de l'urine pour les poissons et les crustacés. Enfin, nous allons retrouver la silice, constituée d'un atome de silicium lié à 2 atomes d'oxygène qu'on retrouve dans la plupart des roches. Donc on le voit bien, il n'y a pas de squelette de carbone, contrairement aux molécules organiques où l'on voit bien qu'elles sont soit linéaires, soit cycliques, soit encore ramifiées dans le cas de l'isoleucine. Et donc si on regarde tous les êtres vivants, qu'il s'agisse de bactéries, d'un être humain par exemple, ou encore de végétaux, quelles sont les molécules qui les composent? Quelles sont les molécules donc du vivant? Pour le savoir, regardons la composition d'un être humain. On remarque qu'il est à 65% composé de molécules d'eau. Comme on peut le constater, cette molécule est coudée. Et ça, en fait, ça traduit une polarité de la molécule. C'est cette polarisation qui est responsable d'un grand nombre de fonctions de l'eau au sein du vivant. Notamment, elle va exercer un rôle de solvant. On la retrouve dans le plasma, le liquide interstitiel, la lymphe, le cytosol, par exemple, donc à l'intérieur des cellules. Et elle va permettre justement un transport de solutés. Il peut s'agir d'ions, comme des électrolytes ou des minéraux, ou encore des sucres, comme le glucose. On observe cette capacité à solvater des solutés, pas uniquement dans le vivant. Il suffit de prendre un verre d'eau et d'y dissoudre du sel ou du sucre, par exemple. On le verra aisément. Cela s'explique par justement cette structure polarisée que l'on a pu voir avant et qui permet finalement à l'eau de créer de nombreuses liaisons faibles avec les solutés, ce qui engendre leur dissolution.
Une autre propriété importante de l'eau dans le vivant est qu'elle c'est un réactif au sein de nombreuses réactions chimiques. On peut le voir un peu comme un ingrédient pour ces réactions chimiques ou même un produit de ces réactions. Par exemple, lors de la digestion, certaines macromolécules vont être cassées en plein de petites briques, de petites molécules. Et cela libère de l'eau. Inversement, si l'on veut créer des macromolécules, il faut incorporer de l'eau. Un autre exemple très connu est l'exemple de la respiration, dont l'équation est du glucose plus 6 molécules de dioxygène donne 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau, et aussi de l'énergie. Voilà, donc ça peut jouer un rôle de réactif très important. Un autre rôle est la régulation thermique. Vous le savez bien, l'eau permet une évapotranspiration, c'est le cas notamment avec la sueur, mais également de manière plus large, elle a une capacité thermique très forte, c'est qui va permettre d'amortir les différentes températures. Et ça, c'est lié encore une fois aux liaisons qu'elle va lier au sein même donc, de l'eau entre les molécules d'eau, ce sont des liaisons H entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Et donc cela provoque une résistance thermique plus importante. Enfin, le dernier rôle est celui de la protection mécanique. De même, grâce à ces liaisons qui lient les différentes molécules d'eau, il va y avoir un effet porteur, une viscosité qui va être acquise et donc des amortissements. Je ne l'avais pas illustré précédemment, mais on peut tout à fait dessiner les liaisons qui lient les ions avec les atomes d'hydrogène ou d'oxygène de l'eau, et ce sont des liaisons ioniques ou alors hydrogène dans le cas du glucose. L'humain est également composé à 18% de protéines, ce sont d'autres molécules. Et donc ici, on peut remarquer donc cette structure que je détaille dans une autre vidéo consacrée aux protéines, où en fait on a plusieurs perles qui sont liées aux autres grâce à des liaisons. Elles ont des fonctions essentielles très diverses au sein du vivant et elles sont omniprésentes, tant au niveau cellulaire qu'au niveau extracellulaire. Elles résultent également de l'expression de nos gènes, c'est-à-dire qu'on peut voir nos gènes un peu comme des instructions, un mode d'emploi qui va permettre de créer des protéines sur mesure. Il faut donc retenir que ce sont des molécules essentielles, omniprésentes et qui résultent de l'expression des gènes. 8,9% d'un être humain est également composé de sels minéraux. Ce sont soit des macroéléments comme le calcium, le potassium, le sodium, le chlore, le magnésium, le soufre ou le phosphore. Et donc, on va jouer un rôle de structure, que ce soit par exemple dans la formation des os comme le calcium, et de réactifs ou de signaux. C'est le cas aussi du calcium dans les muscles. Il va y avoir également des oligoéléments comme le fer et le zinc. En troisième position, il y a les acides nucléiques qui représentent 3,7% de notre masse corporelle. Ce sont donc l'ADN ou les ARN. Et eux portent l'information génétique ou permettent d'exprimer cette information et de la réguler pour enfin former des protéines. On va également retrouver des lipides, en fait c'est du gras qui compose 3% de notre corps en moyenne. Et donc là, il va y avoir des rôles très variés, à savoir déjà, c'est des molécules très énergétiques, donc elles vont servir de réserves d'énergie, donc être stockées. Ce sont aussi des molécules qui jouent un rôle de structure. En fait, elles composent l'ensemble de nos membranes qui entourent toutes les cellules et également les organites. Enfin, elles peuvent jouer un rôle de communication, c'est en particulier le cas de certaines hormones qui sont des dérivés du cholestérol, comme la testostérone et la progestérone. Ce n'est pas spécifié ici, mais on va également retrouver les lipides dans de nombreux composés odorants, ou olfactifs, également dans des pigments végétaux comme le bêta-carotène et la chlorophylle. Voilà, donc ça c'est les trois grandes fonctions des lipides. On va retrouver enfin une dernière classe de molécules qui composent les êtres vivants, les êtres humains notamment. Donc c'est 1,4% de glucides, ce sont des sucres finalement, donc comme le célèbre glucose, mais également comme l'amidon, la cellulose, etc. Et là, il va y avoir aussi un rôle énergétique et structural. Si l'on résume, on retrouve donc des molécules organiques, donc avec un squelette carboné, comme les protéines, les acides nucléiques, les lipides et les glucides, et donc ça fait un total de 26%. Et aussi des molécules inorganiques au sein du vivant, que sont l'eau, les sels minéraux, également d'autres molécules comme le CO2 et l'acide chlorhydrique. Mais ces dernières molécules, comme d'autres encore, sont en pourcentage très faible et négligeable, c'est pourquoi elles n'apparaissent pas dans le pourcentage. Donc ça représente 74% au total. Et donc finalement, on remarque que les molécules organiques sont minoritaires dans la composition d'un être vivant et en particulier d'un être humain. Comme nous avons pu le voir, les molécules organiques chez les êtres vivants sont donc classées en 4 catégories. On va retrouver les lipides, le gras, donc qui a cette structure chimique-ci, avec, on peut le noter, en fait une proportion en carbone et en hydrogène qui est vraiment supérieure à celle en oxygène. Donc la molécule, on dit qu'elle est très réduite, elle a un fort pouvoir énergétique, donc lié à cette capacité de stockage dont je vous parlais tout à l'heure, et ça c'est lié au nombre de réactions pour oxyder la molécule jusqu'à obtenir du CO2.
On prend l'exemple de l'acide gras par exemple. Pourquoi acide? Parce qu'on retrouve cette fonction carboxyle ou acide en bout de chaîne, et gras, donc c'est toute la longueur de la chaîne, la portion hydrophobe, qui donc peut faire très peu de liaison avec l'eau, très peu de liaison hydrogène, et c'est ce qui explique que lorsque l'on mélange de l'eau avec de l'huile, l'huile se regroupe sous forme de gouttelettes indépendantes. Donc ça, c'est ce qui concerne les lipides, ou autrement dit le gras. On a vu également qu'il y avait les glucides, qui ont cette structure chimique-ci, avec un squelette carboné fait d'atomes de carbone donc, et plusieurs fonctions. On les retrouve principalement dans les cellules et dans notre corps sous forme cyclisée. Et cela est lié au fait que le groupe carbonyle situé en bout de chaîne vient réagir avec le 5e atome de carbone, pour le glucose par exemple. On va également retrouver des fonctions très particulières typiques des glucides, c'est les groupes hydroxyle ou alcool, OH, qui sont omniprésents le long de la chaîne et qui font qu'en fait, le nombre d'atomes de carbone est cette fois similaire, voire identique au nombre d'atomes d'oxygène au sein d'une molécule glucide, contrairement aux lipides, où là, les atomes de carbone étaient bien majoritaires. Donc ça, c'est ce qui concerne la chimie des sucres, comme par exemple le fructose, le saccharose, la cellulose, l'amidon ou encore le glucose que l'on a pu voir. Le fait que les sucres soient généralement solubles dans l'eau et donc hydrophiles est lié au fait qu'ils peuvent créer de nombreuses liaisons hydrogènes grâce à leur groupe OH avec l'eau. Maintenant, on a également vu qu'il y avait des acides nucléiques. En fait, ces molécules, ce sont des polymères. Un polymère, c'est un enchaînement ou un assemblage de petits monomères, c'est d'autres petites molécules. Et dans le cas de l'acide nucléique, ce sont des nucléotides. Ces nucléotides, on le remarque, ont un squelette carboné de manière cyclique, avec des atomes de carbone, qui sont liés donc à, d'un côté à gauche, un groupe phosphate, donc c'est un atome de phosphore lié à des atomes d'oxygène, et à droite, une base azotée. Tout le monde connaît, cela peut être A, G, C ou T, donc c'est-à-dire adénosine, cytosine, guanine ou thymine. Je ne détaille pas la structure de ces bases azotées dans cette vidéo. Il y aura une vidéo consacrée spécialement aux acides nucléiques qui pourra développer ça à ce moment-là. Dans le cas de l'ADN par exemple et de l'ARN, en fait ces nucléotides vont se lier les uns aux autres successivement au niveau de ces groupes phosphates justement, et c'est une liaison phosphodiester. Donc là c'est l'exemple d'un brin d'ADN. Enfin, il va y avoir donc des protéines. Ces protéines sont des polymères d'acides aminés, donc de la même manière un enchaînement d'acides aminés, qui vont être liés cette fois par des liaisons peptidiques. Pareil, je ne détaille pas plus la structure puisqu'une vidéo à ce sujet sera dédiée. Mais on remarque à chaque fois donc des squelettes carbonés qu'on retrouve bien dans chacune de ces molécules organiques, les lipides, les glucides, les acides nucléiques et les protéines. Pour résumer, il existe donc des molécules organiques et inorganiques. Les molécules organiques sont produites par le vivant et possèdent un squelette carboné. Les inorganiques, elles, sont produites ou non par le vivant et ne possèdent pas de squelette carboné. Les êtres vivants sont constitués des deux types. Par exemple, l'être humain est composé à 74% de molécules inorganiques comme l'eau et des minéraux et 26% de molécules organiques, les protéines, les glucides, les lipides et les acides nucléiques. Ce sont d'ailleurs les 4 grandes catégories de molécules organiques qui constituent les êtres vivants. Enfin, les molécules organiques sont majoritairement composées de 4 atomes, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Et voilà, maintenant vous savez tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser en commentaire les sujets qui vous intéresseraient pour d'autres vidéos.